Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc jusqu'ici, nous avons vu le paramagnétisme qui est caractérisé par le fait que les ions magnétiques n'interagissent pas entre eux, ou du moins une interaction qui est négligeable. Dans les substances magnétiques, cette interaction n'est pas négligeable, ce qui provoque une orientation relative des ions les uns par rapport aux autres. Et plusieurs cas sont possibles, qu'on appelle les différentes phases magnétiques. Par exemple, dans le ferromagnétisme, dans la phase ferromagnétique, les ions s'orientent parallèlement les uns aux autres, ce qui conduit à une aimantation globale, spontanée, de la substance. Dans la phase antiferromagnétique, les ions s'orientent de manière antiparallèle, comme deux aimants que l'on rapproche et qui se collent tête-bêche. Et cela se traduit par une aimantation nulle, puisqu'il y a autant d'ions dirigés dans un sens que dans l'autre. On a aussi la phase élimagnétique, où il y a un angle entre deux ions successifs, un petit angle, ce qui fait que on a une rotation, au fur et à mesure qu'on avance d'ion en ion, une rotation de la direction du moment magnétique, qui forme ainsi une hélice, d'où le nom de hélimagnétisme. Enfin, si on a plusieurs ions magnétiques de nature différente, qui peuvent avoir diverses dispositions, on parle de ferrimagnétisme. Par exemple, un moment magnétique assez fort dans un sens et un plus petit moment dans l'autre. Étant donné la différence dans les moments magnétiques, dans le ferrimagnétisme, il y a aussi une aimantation spontanée, tout comme dans l'hélimagnétisme. En général, nous parlerons des substances qui sont ferromagnétiques et nous allons nous concentrer dans la suite sur le ferromagnétisme et nous parlerons non pas de phase ferromagnétique, mais de substances ferromagnétiques, c'est-à-dire qu'ils sont ferromagnétiques dans la gamme de conditions de température où on les considère. Alors, précisons une petite chose. Supposons que l'on ait un solénoïde, donc une bobine, qui forme un tube, un solénoïde formé de N boucles dans lequel passe un courant I. Dans ce cas, cela crée un champ magnétique uniforme à l'intérieur, H0, qui, dans le vide, est relié à l'induction par B0 égale mu0 fois H0, et le champ magnétique H0 est donné par N fois I, le courant. On crée donc facilement un champ magnétique déterminé dans le vide, ou à peu de choses près dans l'air. Si l'on place une substance magnétique à l'intérieur, les lignes de champ sont déformées par la présence de la substance magnétique. Ainsi, dans le tube, si on place une substance magnétique, les lignes de champ, qui sont normalement bien droites, vont être déformées par la présence du champ magnétique, de la substance, avec les lignes qui se concentrent et passent dans la substance. En général, la structure du champ peut être assez complexe, mais si on considère une substance isotrope, qui n'a donc pas de direction privilégiée, et avec une forme géométrique qui est symétrique par rapport aux lignes de champ magnétique, alors on a simplement une aimantation, M, qui est parallèle au champ magnétique et à l'induction. Et dans ce cas-là, on a que l'induction totale, B, est égale à mu0 fois H plus M. Et le champ magnétique est donné par H0, celui qu'on aurait sans la substance, moins HD, appelé champ démagnétisant, parce qu'il est toujours opposé au champ magnétique d'origine. Et ce champ magnétisant
est donné simplement par D fois M, l'aimantation de la substance, où D est appelé coefficient démagnétisant. C'est un coefficient d'origine géométrique, dû à la forme de l'objet. Il est toujours compris entre 0 et 1. Pour un cylindre infini, parallèle aux lignes de champ, il vaut 0. Pour une sphère, comme je l'ai dessiné ici, il vaut 1/3. Et pour une plaque qui serait perpendiculaire aux lignes de champ, il vaut 1. Les mesures, lorsque l'on mesure les propriétés magnétiques d'une substance, on mesure l'aimantation M en fonction du champ magnétique, donc qui est une fonction du champ magnétique que l'on a appliqué sur la substance, H0, et la température. Et les relations que nous avons vues ici permettent de tirer la fonction en fonction de l'induction et de la température. Cela donne ce qu'on appelle l'équation d'état magnétique qui décrit la substance. Notons que dans de nombreux cas, cette équation d'état n'est pas suffisante parce qu'elle suppose que à induction donnée, température donnée, on a toujours une aimantation donnée. Mais ce n'est pas toujours le cas, car il y a des phénomènes de mémoire, c'est-à-dire que l'état de la substance va dépendre de l'état qu'elle avait par le passé. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hystérésis, qui se produit à des champs modérés, dans des substances ayant une certaine organisation spatiale, comme les cristaux, et c'est un phénomène qu'on devra prendre en compte. Voilà pour les généralités. Alors donc, dans la suite, nous nous concentrerons sur les substances ferromagnétiques, et nous allons, dans la prochaine vidéo, décrire les propriétés des substances ferromagnétiques. Je vous remercie.